Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Caméra Mosaïque pour cette fin de semaine. Une émission spéciale qui sera consacrée au deuxième tour des présidentielles en France. Les Français iront aux urnes ce dimanche pour choisir entre le président sortant Emmanuel Macron et le leader du Rassemblement national, Marine Le Pen, vainqueur du premier tour des présidentielles, françaises le 10 avril dernier. Notre invité, le docteur Ferry de Kerkhove, fonctionnaire international, diplomate de carrière, 38 ans dans la diplomatie pour le gouvernement canadien. Il est actuellement professeur à l'Université d'Ottawa au Canada. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'aborder le vote de ce dimanche, le deuxième tour de ces présidentielles, quels ont été, selon vous, les faits marquants de cette courte campagne électorale? Je commencerai par une boutade, parce que la France est un pays toujours un peu compliqué à comprendre, mais vous savez, on dit de la France qu'elle a 60 millions d'habitants sans compter les sujets de mécontentement. Et j'ai l'impression que c'est toujours un peu le rythme politique en France, c'est toujours je suis contre plutôt que je suis pour. Cela dit, je crois qu'il y a eu des faits marquants. Premièrement, le fait qu'une question de politique étrangère n'a pas désarçonné le président de la République, ce qui est assez remarquable parce que vous savez, c'est très rare dans les pays démocratiques que les affaires étrangères vous font gagner une élection. Au Canada, pour faire une comparaison, il y a eu évidemment le libre-échange canado-américain qui a été le sujet entre le Premier ministre Mulroney et son opposant libéral, mais généralement, ça ne compte pas. Mais compte tenu de l'horreur de ce qui se passe en Ukraine, évidemment, c'était très difficile de l'éviter. Par ailleurs, évidemment, ça permettait à Macron de taper sur Madame Le Pen à cause de ses relations avec la Russie. Alors tout ça, c'était tout bon. Ce qui m'a marqué aussi, et il y avait énormément de choses que l'on peut dire, ce qui m'a marqué, c'est l'effondrement de la droite classique. Madame Pécresse, bon, elle a mené une campagne boiteuse, mais vous savez, quand on arrive à 6, 7, 8% des voix, c'est quand même un grand désastre. Et donc, autrement dit, la droite traditionnelle s'est effondrée. Est-ce que c'est la faute de Madame Pécresse ou est-ce que c'est un fait politique de longue durée? On verra ça aux élections législatives. Mais je crois que c'est vraiment ça un des faits marquants. Le fait au fond que Macron a quand même tenu bon en dépit de tout ce qu'on lui reproche. Après tout, il y a eu tellement de crises pendant son mandat, 5 ans, et puis il y a l'histoire qui pèse dans la mesure où ça fait 20 ans qu'il n'y a pas eu un président qui a gagné 2 mandats. Donc, si vous voulez, il y a ces éléments-là. Je crois qu'il y a aussi, je dirais, les deux France qui apparaissent de plus en plus de façon virulente, la France progressive, et puis la France un peu acariâtre, un peu en retrait. Et je crois que ça a beaucoup joué, et ça a beaucoup joué surtout pour séparer les combattants principaux. Alors je crois, mais vous savez, je pourrais donner toute une série de détails, mais prenons simplement ces éléments-là. Oui, mais vous allez parler de la campagne assez boiteuse et conduite, menée par des républicains. Mais à gauche également, ça a été un désastre. Le score obtenu par Anne Hidalgo, moins de 2%. Hein? Comme quoi, vous avez beau être une mairesse élégante de Paris, ça ne vous donne pas les suffrages de Trifouille-les-Oies. Je crois que ça, c'est vraiment assez clair, si vous voulez. Mais je crois il faut reprendre toute la discussion sur au fond le duel entre Macron et Le Pen. Et c'est ça la grande surprise, si vous voulez, pour certains, pour d'autres non. Je crois que justement la scission
de la France, j'allais presque dire la perdition du gaullisme traditionnel, on retrouve non pas deux extrêmes, parce que Macron a su jouer le centre gauche, le centre droit, le centre vertical, le centre couché, enfin, et tandis que Madame Le Pen, surtout avec le phénomène Zemmour, qui lui a fait beaucoup plus de tort que de bien, c'est certain qu'en fin de parcours, Zemmour a dit écoutez, votez pour Le Pen. Bon, ça c'était évident. Mais je crois que cette espèce de scission de la droite, cette espèce de renchérissement vraiment de la droite presque fasciste, ça a réveillé au fond l'esprit des Français qui ont dit si c'est ça la donne, on va retourner chez Macron, même si on ne l'aime pas beaucoup, même s'il est jupitérien. Donc, si vous voulez, il y a un effet Zemmour qui a été au fond très nuisible pour Madame Le Pen. Juste avant, et Dr. Ferry de Kerkhoff, de passer au deuxième tour des élections, vous avez mentionné Éric Zemmour, mais est-ce que finalement, selon vous, Éric Zemmour, avec ce nouveau parti, c'est sa première participation en tant que leader politique, est-ce qu'il a été beaucoup plus marquant au cours de cette campagne, ou bien le premier tour, ça a été un premier tour de Jean-Luc Mélenchon? Je crois que vous apportez un élément fondamental dans toute cette discussion, c'est que Mélenchon, en fait, il peut se féliciter d'avoir fait un score représentatif, plus de 20%. Il est profond déçu de ne pas avoir l'emporté. Le socialisme en France est un élément élégant, mais qui ne prend pas tous, parce qu'il y a très souvent en France, dans cette espèce de pays multifacettes, vous avez aussi bien une gauche extrême qu'une droite extrême, et Mélenchon a fait un ratissage assez remarquable, et je crois que le ratissage a été au détriment de Madame Pécresse. Je crois que Madame Pécresse, qui représentait, si vous voulez, la droite traditionnelle était trop attaché à la Macronie quand même, et donc Mélenchon ratisse, et je crois qu'aux législatives, Mélenchon va être un peu l'arbitre de l'avenir du quinquennat de M. Macron. Ça me paraît très clair. Mais ça ne veut pas dire que le socialisme en France a repris complètement ses droits de cité. Nous ne sommes loin de l'époque de François Mitterrand, ou de tous ces autres grands chantres brillants de cette époque-là. Le socialisme, si vous voulez, on le voit dans le débat même aux États-Unis. Bon, les États-Unis détestent le mot socialisme, tandis qu'en Europe, on l'accepte. Mais si vous voulez, il y a du socialisme à la carte, et ce qui fait que vous ne pouvez pas raviver tous les suffrages. D'ailleurs, c'est clair que Macron n'a quand même qu'une petite partie de l'ensemble de la population. Quand on est à 27-28%, c'est pas un raz-de-marée. Hein. C'est un pays qui est profond divisé. C'est un pays aussi qui est très intellectualisé. J'écoutais le débat entre Le Pen et Macron, et je vous dis très honnêtement, j'étais impressionné par la profondeur du débat, surtout du côté de Macron, cette espèce de contrôle qu'il a sur tous les sujets. Je sais que c'est pas très gentil pour mon cher Monsieur Trudeau, notre Premier ministre actuel, mais je vous dirais que Monsieur Trudeau n'arriverait pas à faire le centième de ce que Macron a fait pendant ce débat. Et Madame Le Pen, bon, c'était beaucoup plus faible, mais il y avait quand même une tentative d'une vision. Alors, si vous voulez, je crois que c'est ça qui est assez intéressant aussi. Il y a quand même une France qui réfléchit, et c'est peut-être une de ses qualités, mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles elle s'embourbe assez facilement. Macron-Le Pen, le même duel de 2017. Comment vous expliquez leur victoire respective au premier tour? Macron a réussi, au fond, l'impasse du second tour, c'est-à-dire du second tour pour lui, c'est-à-dire la deuxième fois qu'il se présente, donc comparativement à ses prédécesseurs qui n'ont pas réussi à se placer comme cela. Je crois que ça représente au fond un espèce de consensus centriste, et surtout un consensus anti-Le Pen, tant que Marine Le Pen et peut-être sa arrière-petite-fille ou quoi, je ne sais pas quand et pourquoi, seront sur la planète, le centre français va gagner, et quand on a un candidat jupitérien mais qui s'est un peu calmé et qui a quand même la qualité d'une vision pour la France,
Qu'est-ce que vous voulez? Ce sont les deux gladiateurs. Comme je vous dis, je suis un peu déçu de voir que Mélenchon ne se soit pas placé mieux que cela. Est-ce que ça veut dire que dans les mois à venir ou dans les années à venir, que la gauche un peu intelligente et non pas la gauche rébarbative et qui rejette tout, pourrait effectivement reprendre du feu? Mais comme je disais il y a une seconde, les Mitterrand, il n'y en a plus du côté du Parti socialiste, des gens de cette profondeur, de cette intelligence, et en même temps, au fond, d'un socialisme qui a été très souvent un peu fictif. Au fond, Mitterrand, qui appartenait d'ailleurs non pas au Parti socialiste, mais à l'Union démocratique et sociale de la résistance avant la guerre et après et au début, ce n'était pas du grand socialisme, mais c'était quand même une vision plus proche du citoyen. Mais c'était encore, écoutez, si on dit que Macron est Jupiter, je crois qu'à ce moment-là, Mitterrand, c'était Dieu le Père. Enfin, parce que là, moi, j'ai eu le bonheur de fréquenter Monsieur Mitterrand, et je vous dis que la hauteur, cette espèce de... Je suis, au fond, l'incarnation de la France. C'était tout aussi gaulien, même s'il venait du Parti socialiste ou du DSR. Alors, si vous voulez, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de choix. Il n'y a pas beaucoup de choix. L'échec Pécresse est véritablement ce qui explique à la fois la présence de Macron et de Madame Le Pen face à face dans un deuxième tour qui, d'après moi, devrait être dans la poche pour Macron, parce que personne ne veut véritablement que Madame Le Pen arrive au pouvoir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas péril en la demeure. Ça veut dire que, à ce tour-ci, je crois que je peux prédire sans m'inquiéter la victoire de Macron. La candidate du Rassemblement national a connu de sérieuses difficultés au cours de sa campagne et lors du premier tour. De nombreux cadres du parti sont montés à bord du bateau d'Éric Zemmour. Le coup, je dirais, le plus dur a été le support de sa nièce, Marianne Maréchal, et au leader du nouveau parti Reconquête. Comment expliquez-vous le succès de Marine Le Pen dans des conditions aussi difficiles? Je dirais que Zemmour lui a servi dans un certain sens, parce qu'elle a quand même réussi à passer, tandis que Zemmour était en dessous de la barre de 7%. Donc, autrement dit, Zemmour ne lui a pas fait le tort qu'on espérait. En ce qui concerne Marion Maréchal, c'est un petit peu comme le père de Madame Le Pen. Il y a toujours eu de la bisbille qui finalement n'a pas beaucoup affecté les électeurs. Ce sont des querelles de famille. Je crois que si vous êtes un jeune électeur de droite dans la campagne, dans le Tarn, dans l'Haute-Garonne ou je ne sais pas moi dans les Alpes-Maritimes, vous allez quand même voter pour Madame Le Pen, même si sa fille lui fait un coup de gueule et se rallie à Zemmour. Vous voyez, ça reste dans la famille. Et on sait pertinemment bien que finalement Zemmour, on savait qu'il n'irait pas très loin parce que c'est excessif. La France, même les plus fascisants, j'allais dire, dans l'électorat français, ont quand même un peu de bon sens et ne seraient pas allés du côté de Zemmour. Zemmour, c'est un briseur de murs, et puis c'est tout. Mais donc, si vous voulez, Madame Le Pen, en plus de ça, et je crois que ça explique aussi certaines de ses défections, c'est que Madame Le Pen, aujourd'hui, est beaucoup moins stridente qu'elle ne l'était il y a 5 ans. Cela dit, on pourra discuter plus en profondeur son attitude à l'égard des musulmans, etc. Mais il y a véritablement de sa part un effort de limiter ou de réduire l'âpreté de ses positions, même si sur le fond, ça ne change pas grand-chose. Et justement, on va en parler, n'est-ce pas, les grands dossiers au cours de ce deuxième tour des présidentielles françaises. On commence d'abord par le point que vous venez de mentionner, et le dossier de l'immigration. Et quelle est l'offre, je dirais, électorale dans les deux camps? Commençons par Marine Le Pen. Bon, alors là, on parle du dossier, par exemple, le pouvoir d'achat. Prenons d'abord un par un les dossiers clés. Alors, sur le pouvoir d'achat, Madame Le Pen a quand même fait un tabac assez solide, le présenter Macron comme l'homme des riches. Il faut dire que Macron est de temps en temps l'homme des pauvres, l'homme des riches, l'homme du centre, l'homme... Enfin, c'est vrai, c'est un petit peu un pantomime chez Macron, mais un pantomime d'une prodigieuse intelligence. Mais je crois que sur le pouvoir d'achat, Madame Le Pen a réussi à mettre ça à l'ordre du jour de façon assez cinglante, et je crois qu'aux législatives,
il va y avoir un problème majeur. Quelle sera la majorité? Moi, je me rappelle de l'époque où il y avait une majorité, il y avait un président qui était du Mitterrand et qui devait jouer avec un premier ministre gaullien ou gaulliste. Donc, si vous voulez, je crois que cette histoire du pouvoir d'achat, elle est assez fondamentale. Et je crois que c'est un dossier qui a été bien mené par Madame Le Pen. Cela dit, il y a des choses qu'elle a dites qui sont tout à fait à côté de la plaque. Par exemple, refuser de reconnaître que la France est devenue un des grands pays des start-up. Mais le problème, c'est que le start-up qui est au cœur d'une économie en croissance est également ce que les gens traditionnels reniissent. D'abord, ils savent pas ce que c'est qu'une start-up. Et puis ils comprennent pas qu'une start-up qui est lancée avec 75 000 euros un jour et devient une start-up milliardaire 6 mois plus tard. Je connais des exemples précis, je n'invente pas ce que je dis. Alors, si vous voulez, il y a ce domaine-là, cette espèce de division profonde entre les nantis et les pauvres, et je crois que la question du pouvoir d'achat, elle est fondamentale. Donc, si vous voulez, sur ce plan-là, c'est solide. Là où j'ai suivi ça très attentivement parce que je suis en profond désaccord avec Madame Le Pen sur cette affaire, c'est la question des retraites. Et je crois que malheureusement, Macron a dû faire marche arrière parce que le fait de ne pas reconnaître que la population vieillissante, mais encore laborante, si je puis dire, est un élément fondamental au niveau de la retraite. C'est-à-dire, moi, j'ai 74, j'en ai 75 dans quelques jours. Je travaille encore et je ne considère pas que je suis un vieillard perclus de rhumatisme. Je suis quelqu'un qui travaille parce que j'estime que j'ai quelque chose à apporter à la société. J'enseigne, j'ai des contrats, etc. Et je crois que l'idée de continuer de pousser la retraite comme Le Pen le veut, je pense qu'à un moment donné, nous sommes une population active, vieillissante, mais en meilleure forme, et je crois que c'est tout à fait normal de repousser l'âge de la retraite. Mais ça, si vous voulez, le Français moyen qui aime bien avoir sa petite retraite avec sa petite ferme ou sa petite maison dans le milieu de la France quelque part, il y tient énormément, et je crois que ça, Madame Le Pen a marqué des points, mais je pense qu'en termes économie, c'est une erreur, et probablement que beaucoup de gens, notamment ceux qui n'ont plus aimé Madame Pécresse, se sont rangés du côté de Macron, bien que lui-même ait cafouillé sur ce dossier-là. Donc, si vous voulez, j'allais dire, c'est un but partout, balle au centre et on recommence. Alors, attendez un instant, oui, restons et sur ces dossiers assez importants, réforme de la retraite, le pouvoir d'achat. Et Dr Ferry de Kerkhove, est-ce que vous n'avez pas l'impression que même si je suis d'accord avec vous qu'à ce niveau-là, Madame Le Pen a marqué des points, mais le grand problème peut-être pour elle, c'est dans les propositions et puis la façon de s'exprimer vraiment sur ces dossiers, je dirais, économiques. Elle n'a pas l'air convaincante. je crois que écoutez, si vous faites affaire avec quelqu'un comme Macron, même si vous avez gagné un grand prix d'élocution à 18 ans à l'université, vous allez quand même vous faire flamber. Je crois que si l'on compare à il y a 5 ans, elle est moins tonitruante, mais si vous voulez, elle ne possède pas les dossiers comme Macron l'a. Bon, en plus de ça, il est évidemment le président, donc il a les dossiers devant lui. Mais cela dit, l'INSEE, tous les instituts statistiques, toutes ces données-là sont à la disposition des concurrents. Et je pense que effectivement, Madame Le Pen est moins convaincante. Mais quand elle parle pendant la campagne chez les petites gens, là, elle l'est. Mais dans un débat, elle perd évidemment complètement face à un Macron. Mais vous l'avez souligné, les grands dossiers ont été débattus mercredi dernier. Mais quel a été le sujet déterminant, et selon vous, au cours de ce débat? Alors, au niveau électoraliste, c'est évident la question du voile, la question des musulmans, c'est cette question-là que Madame Le Pen a véritablement mal gérée, même s'il a essayé d'amadouer, d'atténuer, si vous voulez, l'âpreté de sa position. Il y a quand même sur ce plan-là un cafouillage que, vous savez, elle touche, il faut quand même être honnête, elle touche un problème qui est réel,
qui est réelle. On connaît les banlieues, on connaît les endroits à Marseille où on ne peut pas rentrer, on connaît les banlieues autour de Paris et tout ça. Mais c'est quand on ne met que ça sur la table, alors qu'au fond, même si c'est assez percutant et ça se voit, en revanche, d'une façon générale, les minorités en France se comportent de façon tout à fait acceptable. Et je vous dirais même que M. Macron est moins exigeant que, par exemple, le Québec ne l'est sur le port des signes religieux. Je crois que quand on parle de la loi Barranger de 1901 qui a fait la scission entre religion et l'État, je crois que la France tient relativement bien la route, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, parce que s'il n'y avait pas de problème, Madame Le Pen n'aurait quand même pas gagné l'accès au second tour. Il y a un problème identitaire, il y a un problème religieux, il y a un problème réel des rapports de société, et je crois que c'est une question sur laquelle la France va devoir plancher, et on n'a pas tout, on est loin d'avoir toutes les réponses. Donc, si vous voulez, le dossier qu'elle a amené, il est réel. La façon dont elle l'a amené donnait le champ libre à Macron de la descendre en flammes. Parce que, au nom de la République, au nom des droits de la personne, au nom du respect de la religion, tout ça, Macron avait joué un morceau de violon à la Yehudi Menuhin, tandis qu'elle capotait, tout en sachant pertinemment bien que Zemmour et elle ont un bastion de gens qui fait que cette question-là va devoir quand même être prise en compte dans l'évolution politique de la France, sur le plan législatif, etc. Mais vous savez, moi, je vois ça en tant que Canadien et je souffre pour mes amis français parce qu'au fond, ils ont hérité de leur passé colonial et ils en sont un passé colonial qui n'est pas particulièrement recommandable, il est plutôt honteux comme tous les pays colonisateurs. Et là, maintenant, ils se retrouvent avec un ressac, mais qui est... Alors, ce qui est terrible, et je sais que c'est très sensible comme sujet, je vais être extrêmement prudent, mais par exemple, moi qui étais Sherpa de la francophonie, donc j'ai voyagé en Afrique, dans la plupart des pays francophones d'Afrique, et au fond, il n'y a pas de problème dans la relation blanc-noir, si je puis dire, pour employer des expressions tout à fait claires. Il y a, en contraire, cette espèce d'accent que l'on met sur la dimension maghrébine. Et c'est là où le bas blesse. Et c'est d'ailleurs c'est pas pour rien que Madame Le Pen réussit à susciter des soutiens et qu'on trouve des Zemmouriens qui voudraient en découdre complètement avec l'islam. Mais je crois que les nuances qu'a apporté Monsieur Macron dans ce débat-là, malheureusement pour Madame Le Pen, heureusement pour nous, l'emportent largement. Et est-ce que vous ne pensez pas que le dossier russe, je dirais, bon, pour être plus précis, la proximité de Marine Le Pen avec et Vladimir Poutine, qui a été constamment évoquée au cours de ce débat, est-ce que vous ne pensez pas que ça a été déterminant également que Mme Le Pen a perdu beaucoup de points sur ce dossier? Vous savez, si c'était quelque chose de tout neuf qu'on ne savait pas, je vous dirais que vous avez tout à fait raison. Mais le fait qu'elle a emprunté 10 millions d'euros à des banques russes, c'est quelque chose qui est connu. Évidemment, dans le contexte du conflit ukraino-russe, c'est clair que ça joue. Et d'ailleurs, c'est ce qui a permis, comme je le disais au tout début de cet entretien, de dire que pour une fois, une question de politique étrangère n'a pas déboulé, si vous voulez, un candidat à la présidence sortant. Je crois que M. Macron a très bien géré cette affaire-là et qu'il l'a tapé sur Madame Le Pen, sur sa banque russe à gogo, et c'est certain que ça a eu un impact. Mais est-ce que fondamentalement, bien que, et on en parlait au tout début, bien que, vous savez, quand on découvre dans les sondages à la veille d'une élection qu'il y a juste 4-5 points qui séparent les deux combattants, il y a quand même, pour ceux qui sont pro-Macron, péril en la demeure. Et je crois que l'affaire russe va jouer dans le deuxième tour parce que ça a été mis en exergue, mais ce n'est certainement pas quelque chose qui a emporté, puisque Madame Le Pen a quand même réussi à faire un score supérieur à celui de Mélenchon et pas tellement loin de celui de Macron. Alors, mais je crois que, et là je vous donne absolument raison,
l'affaire ukrainienne a été un bonbon pour M. Macron parce que il a d'ailleurs fait preuve de leadership jusqu'à ce qu'ils comprennent que ses tentatives de parler à Poutine allaient lui faire du tort, et puis hop, il a mis ça de côté en disant moi je peux plus faire ça parce que je suis en campagne électorale, mais je pense qu'il savait pertinemment bien que ça commençait à lui faire du tort de parler à un gars comme Poutine, et bien que M. Michel, le président de la commission du Conseil des ministres de l'Union européenne, lui a récemment discuté avec Poutine, puis il en est ressorti aussi horrifié que les autres. Mais je crois que pour une fois, la politique étrangère a non seulement joué un rôle dans ce premier tour, mais elle a également favorisé le candidat sortant, ça c'est indéniable, parce que il y a une espèce de sursaut national que l'on retrouve à l'échelle de démocratie en faveur de l'Ukraine qui ne peut que faire du bien à Macron. Docteur Ferry de Kerkhove, venons-en maintenant à Jean-Luc Mélenchon. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Je suis la politique française depuis François Mitterrand, 80, je dirais activement. Ça fait à peu près 42 ans. Très actif en tant que journaliste, etc. Et c'est pour la première fois, à mon humble avis, on a vu quelqu'un qui n'est pas au second tour et qui domine, je dirais, l'actualité. Avoir des médias au second tour qui durent seulement à peu près 2 semaines, Mélenchon est reçu comme un candidat, je dirais, du deuxième tour dans les principaux médias en France. Et est-ce que, selon vous, est-ce qu'il peut être le faiseur de roi? Je vous dirais que les législatives vont probablement déterminer si, c'est un grand si Monsieur le Président Macron doit offrir à Mélenchon, si insoumis qu'il soit, le poste de Premier ministre. Je ne sais pas si ça ira jusque-là, mais si un raz-de-marée des socialistes, le ralliement de la gauche, etc., parce qu'il y a quand même, vous savez, la France est divisée en parties presque égales tout le temps. S'il y a un raz-de-marée socialiste, parce qu'il y a quand même encore beaucoup de ressentiment contre Macron sur tous les éléments que Madame Le Pen a mis de l'avant, mais Mélenchon les avait mis lui aussi de façon brillante, sinon il n'y aurait pas eu 22% des voix. Et je crois que je serais assez intrigué de voir un quinquennat, parce que ce n'est plus un septennat, un quinquennat où on aurait Mélenchon comme Premier ministre. Je dis ça, mais je n'y crois pas, parce que je ne suis pas certain que Macron soit prêt à aller là, à moins que ça lui serve sur l'économie. Mais comme de toute façon Mélenchon ce sera niette sur les pensions, sur la retraite, je crois que ça va être très dur. Mais écoutez, s'il y a un raz-de-marée socialiste et un effondrement de la droite à cause de l'échec de Pécresse, à cause de l'impact de Zemmour, alors un espèce de rejet de la droite, à ce moment-là, Mélenchon pourrait être là. Mais moi, je vous dirais qu'aux législatives, mon pronostic à moi, Mélenchon n'aura pas plus que 22-23% des sièges à l'Assemblée nationale, ce qui est quand même déjà assez costaud. Mais il sera probablement, il aura un rôle de décideur, si vous voulez, de facilitateur, mais ce n'est pas celui qui sera le roi sur ce plan-là. Mais il aura une influence profonde. Mais vous savez, les législatives ont toujours été plutôt favorables à l'autre pouvoir. Donc, je crois que pour lui, c'est tout bon. La mairesse de Paris va se rallier à lui. Je crois que toutes les forces socialistes vont se rallier à la France insoumise, ce qui n'était pas le cas encore jusqu'avant l'élection présidentielle. Donc, il y a une question fondamentale. Et au fond, est-ce que Macron, qui est futé, se servira de Mélenchon pour faire avancer certaines réformes en matière de pouvoir d'achat, tout en gardant le cap sur ce que j'appellerais la modernisation indispensable de la France? Donc, est-ce que selon vous, une victoire aux législatives pour Jean-Luc Mélenchon, avec le support du Parti socialiste, par exemple, est-ce que ça pourrait déboucher sur un nouveau parti de gauche? Je crois que tout va dépendre de qui devient le Premier ministre de Macron après les législatives. Je crois que c'est
je crois qu'il y a effectivement, et je crois que la question est très bien posée, il y a un besoin d'un parti socialiste qui ne soit pas torturé, trituré comme il l'est, et je ne sais pas si l'expression la France insoumise est véritablement l'espèce de fanion que l'on veut avoir nécessairement sur sa voiture quand on se promène au Palais Bourbon, mais je crois que le Parti socialiste n'est certainement pas mort. Le problème, c'est que le socialisme doit se redéfinir en fonction d'une économie totalement transformée. Et là encore, au fond, Macron, qui n'est ni de gauche ni de droite, mais qui joue l'un et l'autre brillamment, a quand même une sensibilité de gauche, comme on disait de Gaulle, qui disait je suis de droite avec une sensibilité de gauche. Eh bien, c'est un petit peu le même cas avec Macron. La vraie question, c'est que Macron doit éviter de couper les ponts, comme il a tendance à le faire avec cette espèce de vision un peu impériale jupitérienne. Je crois qu'il va devoir certainement se solidariser un peu du côté de la gauche, parce que les Pécresse et compagnie ne pardonneront pas leur échec face à Macron. Dans les cas essentiels de certaines législations, c'est évident que la droite va se rallier à Macron, dont la vision est quand même plus de droite que de gauche, et j'ai horreur de gauche et droite, mais enfin on se comprend. Mais je crois que Macron va devoir quand même ménager Mélenchon, parce que sinon ça deviendra un trouble fait qui pourrait casser au fond le progrès de la France tel qu'il la conçoit. Remarquez bien jusqu'à présent, et Dr Ferry de Kerkhove, on a parlé de la droite traditionnelle, on a parlé de Mélenchon, du Parti socialiste, etc., de l'extrême droite avec Éric Zemmour, etc. On a oublié un parti extrêmement important qui quand même fait partie de la gauche. C'est l'Europe, l'écologie Les Verts, d'ailleurs, qui a obtenu beaucoup plus de voix que Anne Hidalgo. Et est-ce que sans l'Europe et écologie Les Verts, on peut vraiment imaginer une gauche solide en France? Je crois que les Verts en France, ils ont eu un petit problème quand le Premier ministre Vert a été dans le premier gouvernement de Macron et qui s'est retrouvé finalement mis à la porte pour des comportements inacceptables, ce qui a fait un mauvais coup de l'affaire Toubon. Mais je crois que les Verts vont toujours chercher à se rallier à ceux qui vont pouvoir lui offrir le programme qui leur convient. Et je crois que sur ce plan-là, Macron a quand même une certaine crédibilité sur le plan de l'environnement. Le débat d'ailleurs a été très intéressant avec Madame Le Pen, parce qu'il a dû lui donner un petit cours qui touchait autant le nucléaire que bien d'autres aspects. Et là encore, un dossier, il le possédait très bien. Je crois que, et là il faut le voir dans le contexte européen, c'est-à-dire que l'Europe a un mandat fondamental de reconduction d'une vision environnementale, sans quoi on va perdre notre terre. Moi, je suis toujours très inquiet pour mes petits-enfants. Qu'est-ce que ça va être quand ils auront 70 ans? Est-ce que la Terre existera encore? Je n'en sais rien. Mais je crois que sur le plan de l'environnement, il y a possibilité pour un Macron de trouver un consensus, parce que c'est quelque chose sur lequel là encore, c'est plutôt son attitude, c'est l'espèce de côté un peu directif qui peut irriter parfois, mais je crois qu'on n'aura pas le choix, et là il y aura presque, j'allais dire, un ressourcement national en matière d'environnement. Regardez par exemple, on parlait de l'Ukraine et on va parler de la Russie, tout le débat sur l'approvisionnement en hydrocarbures de la Russie, ça repose toute la question de l'environnement et des énergies renouvelables. Le débat sur les usines marémotrices, ou bien sur les tourniquets dans la mer, tout ça, c'est des préalables à ce qui va s'annoncer comme une refonte totale européenne, à l'échelle européenne, peut-être pas du côté des Hongrois, mais enfin, à l'échelle européenne, une vision totalement nouvelle. Et ça, sur ce plan-là, et je m'écarte un petit peu de votre propos, je veux rappeler à ceux qui écoutent qu'un des points forts de l'Europe unie,
c'est que, vous savez, en termes de normalisation, vous savez, des choses dont on ne parle jamais, c'est-à-dire est-ce que votre tasse fait 30 centilitres ou est-ce qu'elle en fait 25, ou alors est-ce que tel instrument doit être 4 par 5 ou 4 par 10, est-ce qu'il est en pouces, est-ce qu'il est en centimètres? L'Europe est au fond à la tête de la normalisation, c'est-à-dire l'établissement des normes en tout point, environnementales, mesures, distances, etc. Et d'ailleurs, la Chine est beaucoup plus proche de la normalisation européenne que la normalisation américaine. Alors, si vous voulez, il y a tous ces éléments-là qui sont peut-être un petit peu ennuyeux, mais qui sont fondamentaux et qui vont peut-être permettre justement à l'Europe de se recentrer. Alors, des élections comme celle-ci, comme celle du chancelier allemand, ça donne à la fois un temps de recul, un temps de réflexion, et ensuite un moment de relance. Et je crois que s'il y a un point fort du côté de Macron, c'est cette espèce d'engagement envers l'Europe. Mais vous savez, c'est pas nouveau. Moi, ça m'avait frappé parce que j'ai vécu en France de 62 de 60 à 64. Et le côté franco-français, le rejet de gaullien de la Grande-Bretagne 3 fois de suite et tout ça. Et je me disais, est-ce que la France vraiment a un langage européen qui tient, ou bien c'est juste bella palabras? Et finalement, c'est quand je me suis rendu compte au fil des années, notamment quand j'étais ambassadeur au Pakistan, l'ambassadeur de France, avant de présenter un film français, faisait tout un éloge sur l'Europe. Et je me suis rendu compte qu'au fond, le pari européen est quelque chose d'absolument fondamental, et c'est là où je l'espère, que par-delà les partis, il y aura un consensus, ne serait-ce qu'à cause de l'affaire ukrainienne. Vous savez, quand on voit que Poutine a permis de resserrer les liens transatlantiques que Trump avait essayé d'éliminer pratiquement, Trump luttait pour le Brexit. Bon, les Britanniques s'en mordront un jour les poings, mais je ne pense pas que la Grande-Bretagne rentrera dans l'Europe dans un avenir proche. Mais je crois que cette notion d'Europe qui est accréditée par le chancelier allemand, par le président français et également par quand même les Italiens, même si les Italiens ça flottille toujours un petit peu, mais je crois que c'est là où on va redécouvrir peut-être une vision programmatique plus porteuse, surtout dans un deuxième quinquennat, où je crois qu'un président se sent plus libre, parce que c'est rare qu'on se retrouve à un troisième quinquennat du même président. Et je crois que c'est là où je crois que Macron va marquer des points, mais il va falloir qu'il convainque non seulement la relance de l'industrie l'énergie nucléaire, mais il va falloir que les Allemands jouent là-dedans aussi. Alors, il y a des dimensions qui nous prendraient 2 heures à discuter, mais je pense que pour répondre à cette question initiale, vous avez une Europe qui a quand même bien fait face à la pandémie, elle a bien fait face à la crise en Ukraine. Je crois que le seul point sur lequel il y a vraiment encore des faiblesses énormes, c'est évidemment toute la question de l'immigration. On continue à payer des sommes colossales aux Turcs pour qu'ils gardent des Syriens chez eux. Tous ces problèmes-là ne peuvent pas être évacués. À un moment donné, ils vont frapper à la porte d'entrée une des portes d'entrée de Paris. Et quelques mots, et pour terminer, peut-être c'est l'avant-dernière question. Emmanuel Macron, probablement, à moins, et je dirais, d'un revirement du côté des partisans de Mélenchon, il va avoir un second mandat. Mais comment, Dr Ferry de Kerkhove, vous appréhendez ce rejet, je dirais presque viscéral, d'une importante couche de la population pour Emmanuel Macron? Alors, vous savez, cette espèce de rejet viscéral, on l'a vu face à Sarkozy, on l'a vu face même à Hollande avec sa petite copine et sa mobilette, on l'a même vu à un moment donné face à François Mitterrand, face à Chirac par la suite, etc. Il y a ce que j'appellerais le déficit de la durée. C'est-à-dire que vous avez donc quelqu'un qui a travaillé fort pendant 5 ans, qui a beaucoup bousculé, qui s'est fait taper par les gilets jaunes, etc.
Et bon, en dépit de cela, il est quand même passé, pas très très fort, 26-28% de l'électorat, c'est au fond un rejet de pratiquement 72% de la population. Mais ça, c'est le système électoral aussi. Il ne faut pas oublier qu'une élection à 2 tours, le premier tour, c'est tu me casses les pieds et puis je vais te foutre des baffes. Et le deuxième tour, c'est bon, maintenant que je me suis éclaté, que je me suis gargarisé, que j'ai fait tout ça, maintenant je vais commencer à réfléchir à l'avenir de la France. Et donc, Macron va l'emporter allègrement avec, je sais pas, 52%. Ce qui m'inquiète, c'est que mais ça ne m'inquiète pas pour Madame Le Pen, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'elle va gagner. Mais ce qui m'inquiète, c'est que j'aimerais que Macron gagne quand même avec un solide pourcentage. Et je crois que ce sera plutôt à la marge. Il y aura les absentéistes. Et puis moi, je pensais que Mélenchon avait donné un désordre très très clair et très précis. Or, on a l'impression que ça ne suivra pas nécessairement. Alors, mais il n'y a pas péril en la demeure. Ça, je suis convaincu que non. Mais c'est certain que quand vous entamez un second mandat, vous aimeriez avoir vous savez, un vote conséquent, vous aimeriez avoir 60% de la population derrière vous, parce que là, ça vous donne quand même le pouvoir de faire des réformes, parce que vous pouvez toujours vous retourner en disant, écoutez, vous m'avez élu par 60% des voix contre votre adorable Marine Le Pen, laissez-moi la paix, je vais travailler pour la France. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu ça. C'est possible avec, on prévoit presque 30% de vote blanc ou bien d'abstention. Ah oui, des abstentions, oui. Oui, c'est ça qui m'inquiète. Tout à fait. J'ai peur des abstentions. Je n'ai pas peur de la victoire de Macron. J'ai peur des abstentions qui vont laisser un goût un peu amer et qui aura moins d'habilitation du président de la République. Ça, c'est clair. Mais c'est la donne actuelle, la désaffection. Je n'étais même pas tellement surpris du taux de participation au premier tour, mais c'est certain qu'il va y avoir des désaffection. Mais est-ce que ça va faire gagner Madame Le Pen? Ça, j'en doute, parce que je crois dans le fond, je ne peux pas croire qu'avec le débat auquel on a assisté, que Madame Le Pen, surtout dans le contexte qu'on évoquait tout à l'heure de la Russie, de l'Ukraine, etc., qu'il perde devant Madame Le Pen. Si jamais c'est ça, je vous enverrai un mot d'excuse. Je dirais que je ne ferai plus jamais d'entrevue télévisée. Pour terminer, docteur Ferry de Kerkhove, et vous l'avez évoqué à plusieurs reprises, le barrage républicain. Et si on essaie peut-être de faire une sorte de comparaison, le barrage républicain de 2002 contre Jean-Marie Le Pen et même celui de 2017 contre Marine Le Pen, j'ai l'impression que ce barrage républicain n'existe vraiment pas. Est-ce que c'est la faute à Mélenchon ou bien la façon dont certains Français voient la présidence d'Emmanuel Macron? C'est extrêmement intéressant comme approche, c'est-à-dire que l'effet Mélenchon, comme je le disais tout à l'heure, il reste encore à clarifier. Est-ce que, comme vous le disiez vous-même, est-ce que c'est une remontée d'un socialisme bon ton? Est-ce que finalement les abstentions qui pourraient se produire vont traduire finalement ce qu'on disait au fond au départ, c'est qu'il y a quand même une rancœur accumulée contre Macron, et donc est-ce que c'est par défaut qu'on va l'élire, ou est-ce qu'au contraire on est tellement enthousiasmé par son programme qu'on oublie le passé? Je crois que malheureusement on n'oublie jamais le passé et que les rancœurs vont se maintenir. Et donc, ça revient exactement à ce qu'on disait au départ. Est-ce que Mélenchon, c'est lui qui est le faiseur de roi ou non? Mais je ne suis pas, je ne sais pas comment vous expliquer cela. J'ai relativement confiance dans la France moderne. Le vrai drame, c'est que, comme dans tous les pays occidentaux et probablement dans d'autres également, la scission entre les jeunes modernes et les vieux ronchonnons ne fait que s'accentuer.
J'ai une fille qui est une femme d'affaires en France et elle, son souci permanent, elle réussit très très bien, mais son souci permanent, c'est comment va-t-on loger les Français. Or, sur ce plan-là, je n'ai pas vu grand-chose dans le débat, mais c'est vivre à Paris, c'est monstrueux maintenant au point de vue coût. Et en même temps, la campagne, elle est loin. Bon, c'est vrai qu'il y a des projets, des succès dans tout ce qui est transport public, mais c'est quand même, nous sommes tous en retard par rapport aux exigences de la société moderne et nous ne faisons que rattraper les écueils précédents et nous ne voyons pas nécessairement ce qui est devant nous. Vous savez, il y avait une journaliste qui un jour avait dit lors d'une rencontre avec les chefs de mission canadiens, elle dit, vous savez, le Parlement, c'est très beau le Parlement, mais le Parlement passe son temps à régler les problèmes du passé et c'est très rare qu'il se penche sur les problèmes de l'avenir. Et je crois que là, c'est peut-être une des failles du système démocratique, mais d'un autre côté, le système autoritaire peut être pire. Eh bien, et je dirais ce matin, vous avez vraiment, docteur Ferry de Kerkhoff, vous avez aidé à comprendre ce qui va se passer ce week-end en France. Vous avez été vraiment excellent au cours de cette intervention et sur les présidentielles, le deuxième tour des présidentielles en France. Nous mettons fin ainsi à c'est notre dernière émission sur les présidentielles en France. Nous rappelons que Dr Ferry de Kerkhoff est diplomate et fonctionnaire international et actuellement professionnel en résidence à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales à la faculté de sciences sociales à l'Université d'Ottawa où il enseigne. Il enseigne également au Collège Glendon, York, à Toronto. Merci et infiniment d'avoir participé à cette émission. Avec plaisir. Okay, à bientôt. Merci. Au revoir. Merci infiniment, Dr Ferry de Kerkhoff, d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour votre excellente analyse et à bientôt. L'MTB te souffri maladie asthma ou bien ça nous en Haïti en oppression. C'est une maladie me prend dans famille parce que il y a un pile monde dans famille qui souffre maladie ça tant que grand-père, il fait toute ville avec maladie ça et dans quatre petites maman papa gen yo, trois dans nous souffre maladie ça. Et gen de moments nous te kon gen de crise qui tellement grave que maman te kon père, li pense nous mourir. Yo fait toute qualité remède pour nous pour te traiter asthma. Yo te kon mener nous dans rage, bien bonnet dans matin, mettez un clou dans pied bois, même monter avec tête nous et puis dit nous pas passer dans zone ça encore pour opération capable couper. Bon me dépenser opération te couper tout bon vrai parce que me fait en pile année et surtout dans période 18 ans jusqu'à moitié vingtaine mois yo, pas jamais gen maladie oppression. Puis en deuxième gon gen de petits symptômes de sinusite, si me prend trop poussière, la fait me cerner en pile ou bien si me sorti dans chaud mal en fret ou bien vice versa, la fait me cerner en pile. Et puis année passée en septembre, moi testé positif pour Covid. Me gen tous symptômes yo, corps fait mal, tête fait mal, mais une façon de sentir c'est vraiment maladie oppression te tourner sous moi encore. Moi pas capable respirer, souffle moi en pile, nez bouché, il était vraiment fait me peur parce que je pensais non moment que m't'a mourir. Bien entendu m't'a allé à l'hôpital et puis avant même que médecin te voyé me faire test Covid, la premier bagage il était fait, il était prescrit mon pompe. Ça te fait me peur toujours malgré me connaissais un médicament que était prescrit mais pour me capable soulager. Bien entendu m't'a utilisé pompe là et il était soulagé. M'en forme kounya, m'pa gen ken symptôme Covid encore, mais il toujours fait me penser avec recherche scientifique yo qui dit que l'homme nous a attrapé Covid, gen de séquelles qu'a prêté dans ou même. Et il fait m'pa connaît si peut-être oppression pas tourner n'importe là encore. Pour tout le monde qui te souffre maladie oppression, qui pense li guéri ou bien qui souffre maladie oppression kounya là, il est vraiment important pour nous vacciner contre Covid pour soit oppression pas réveiller encore ou bien pour oppression pas plus grave parce que maladie Covid sont maladie qui attaque système respiratoire nous et là nous souffrir oppression système respiratoire nous étant très fragilisé.
Moi encourager nous faire même genre avec moi vacciner contre Covid pour nous capable protéger tête nous.